Je m'appelle Wendy Owusu, je suis artiste pluridisciplinaire. Je dirais que les thèmes de prédilection sur lesquels je travaille, c'est surtout l'identité, l'héritage et la transmission. Et l'identité, pour moi, en fait, c'est une occasion d'en apprendre un peu plus sur mon héritage, du coup. J'aime à penser que j'ai une approche qui est presque, entre guillemets, anthropologique, enfin, pas vraiment scientifiquement, mais j'aime à chercher des informations sur le côté ancestral de ma culture ou des cultures proches. Et j'utilise la photo et l'édition en fait pour partager les recherches que je trouve. Et du coup, quand je parle de transmission, c'est à la fois la transmission, comment en fait des choses qui ont été ancrées à une époque sont transmises aujourd'hui à l'ère contemporaine, mais aussi littéralement la transmission, enfin partager mon savoir, soit par des publications et de la photo comme je disais, soit en faisant des ateliers par exemple avec les publics. Et aussi, je dirais qu'il y a un deuxième volet où là, c'est souvent plus le textile que j'utilise, où je travaille sur cette notion de groupe et de communauté et comment on véhicule des codes ou comment on montre une appartenance à un groupe. C'est très complet. Quand on connaît ton travail, tout répond à ce que tu viens de dire. En fait, on retrouve tout cet aspect textile et aussi parce que tu fais des ateliers avec les enfants. Donc, tu me laisses l'opportunité de rentrer sur tellement de sujets. Donc, je vais me concentrer sur la première idée et ce que tu disais sur l'identité et la transmission. Parce que du coup, tu es né et tu as grandi en France. Ouais. Et tes parents sont issus de l'immigration ou... Ouais, mes parents, ils sont immigrés, ils viennent du Ghana. Okay. Et du coup, ils se sont installés en France. Okay. Je me demande si, du coup, le fait que tes parents viennent du Ghana, est-ce que tu as senti qu'ils t'ont transmis une identité, une relation, c'est ça, au pays, à ses cultures? Je me demande, en fait, toi, quel est ton rapport comme ça au Ghana? Ou est-ce que tu parles pas forcément de tes racines africaines et que tu parles vraiment aussi de transmission et d'identité au sein de la France et de ton identité française? Par rapport à mes parents, je dirais que ce qui était le plus présent, c'est tout ce qui est lié à la pop culture, les films, la musique ghanéenne ou même nigériane, parce que il y a pas mal aussi de films nigérians qui sont distribués au Ghana et des acteurs ghanéens qui jouent dans des films nigérians. Et beaucoup la nourriture aussi. Et du coup, je pense que moi, comme je connais pas cette culture et que je continue de l'apprendre, j'essaye d'en savoir plus. Et des fois, c'est aussi même des cultures de d'autres pays annexes qui aussi me poussent à avoir cette curiosité en fait. Enfin, comme j'ai pas grandi là-bas, je pense qu'il y a aussi un manque culturel que j'essaie un peu de combler, quoi. Quand tu dis t'essayes de combler, est-ce que tu dirais que ces projets et toutes ces recherches te permettent de le faire? C'est tellement large que je pense que des fois, il y a aussi des choses que je cherche à comprendre ou à connaître qui seront pas forcément inclus dans mon travail. Et du coup, là, ce sera peut-être un peu plus personnel. Mais en tout cas, je pense à mon projet de Statuette.com An Untold Oral Story, qui est un livre en grand format où je me suis concentrée sur l'outil qui est le peigne et son rapport aux cheveux et comment il a été utilisé dans certaines cultures et sa place dans le rituel, mais aussi le parallèle à le peigne aujourd'hui, qui est un objet qui paraît un peu anodin dans nos quotidiens, mais qui est très présent. Et du coup, par rapport à ça, comme en fait j'ai beaucoup échangé avec des gens, notamment Sibentoum qui se qualifie comme étant chevotologue et qui apporte du soin aux cheveux. J'ai appris énormément de choses sur le peigne, sur sa composition, sur comment il a été utilisé, sur l'aspect spirituel. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup d'informations. Mais je pense que, comme aussi dans mon travail, j'ai envie de tacler d'autres sujets comme ce que je disais, la communauté, l'idée de groupe. Même si j'utilise beaucoup mon travail pour faire ces recherches, je fais pas que ça aussi. Et des fois, il y a aussi des expériences et des rencontres qui vont faire que ça va faire que j'aurai plus une proximité avec ma culture africaine. J'ai vu aussi
peut-être revenir rapidement sur tes études pour contextualiser ton parcours et tes chemins. Tu as fait un DNAP à Nantes. Ouais. C'est quoi un DNAP? Un DNAP, c'est un diplôme national d'art plastique. C'est un peu l'équivalence d'une licence. Et du coup, c'est le premier diplôme qu'on a en sortant des Beaux-Arts. Mais c'était il y a longtemps. Du coup, je ne sais pas si les équivalences ont changé ou pas. Mais en gros, c'est un diplôme de 3 ans, quoi, en Tu école l'as eu d'art. en 2016. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai eu le mien, je crois, en 2021 peut-être. Ouais. Et ça s'appelle DN. Je me demandais s'il y avait une spécialité, une différence, mais je pense juste qu'ils ont dû reformuler. Ouais. Okay. Et ensuite, tu as fait un master et ensuite, je suis allée à la Design Academy à Eindhoven aux Pays-Bas et j'ai fait un bachelor. En fait, j'ai hésité entre faire un master et un bachelor, mais j'avais vraiment envie de reprendre un peu à zéro le design, donc j'ai décidé de faire un bachelor en fait. Ouais. Et pourquoi tu as ressenti le besoin de faire ce retour à zéro? Parce que en fait, aux Beaux-Arts, comme c'était très plastique et qu'ils n'étaient pas très ouverts à l'idée d'inclure d'autres disciplines, j'avoue que j'étais un peu frustrée. Finalement, j'ai décidé de terminer au moins mon DNAP parce que j'étais pas encore sûre de mes choix. Et après, j'ai fait une année sabbatique. Et ensuite, j'ai postulé à plusieurs écoles de design. J'ai eu la Design Academy. Du coup, je suis partie pour Eindhoven. Et en fait, si tu veux, le master, c'est mieux quand tu as envie de compléter une idée, une recherche que tu as déjà entamée en DNAP. Mais moi, comme j'avais pas exploité tout ce que je voulais, j'ai préféré faire un bachelor. Et puis aussi, dans le bachelor, il y a plus un rapport à la technique, même si la Design Academy, c'est pas vraiment une école hyper technique. Mais il y a plus une initiation à la matière et à la technique qu'il n'y a pas en master. Et du coup, j'avais peur qu'en allant en master, je reste bloquée sur les médiums que j'avais fait en licence, alors qu'en fait, j'avais envie d'explorer d'autres choses que j'avais jamais vues, en fait. Enfin, que j'avais jamais fait, plutôt. Ouais. Ok. C'est intéressant parce que j'ai du coup un DNA et ensuite, je suis allée vers un master en design. Et j'avoue que le master était beaucoup plus théorique et que j'ai eu l'impression de devoir récupérer beaucoup de lacunes en fait que j'aurais pas eu si j'avais suivi un bachelor. Donc t'as peut-être eu une bonne idée sur ce coup. Et quelle technique est-ce que tu as exploré pendant ce bachelor de design? Beaucoup le textile déjà. En fait, à l'école, c'était plus la façon dont on apprend, c'est en faisant. Donc c'est pas des cours hyper techniques comme je disais, mais c'est vraiment toi te pousser à toucher, à expérimenter. S'il fallait qualifier un peu l'apprentissage là-bas, je dirais que c'est expérimentation à fond et très concept. Du coup, le textile, ça m'a permis d'y toucher. La 3D aussi, parce qu'on a fait pas mal de 3D. Le bois, un peu de métal, mais le métal, j'y ai pas trop retouché depuis. Et je crois que c'est tout. Après, en première année, on avait aussi des cours d'architecture. On avait quoi d'autre comme cours? Après, je dirais que les autres cours étaient plus axés concept. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ouais. Mais en fait, il y a ce truc de... Comme on n'a pas de cours techniques et on va nous présenter une courte initiation et qu'après on nous dit faites-le, ça nous pousse à nous dépasser. Et en même temps, en fait, quand tu as fait ça et que tu as fini ta première année, tu te dis, en fait, je peux juste regarder ça ou un tuto et toucher à autre chose si j'ai envie de toucher à autre chose. En fait, ce qui est bien, c'est que ça te pousse à être autonome dans ta pratique. Mais après, ce que beaucoup de gens reprochent, c'est que c'est pas assez technique et du coup, c'est pas assez professionnalisant, je dirais. T'as ce côté, ça te pousse à te dire presque tu peux tout faire. Ouais. Et te donne un peu les clés de juste vas-y, il suffit de faire ça et ça pour pouvoir commencer. Mais en même temps, c'est pas très approfondi, c'est où tu veux en venir.
Ben ouais, dans l'apprentissage qu'on reçoit de l'école. Mais après, ben, comme je disais, comme ça te pousse à être autonome, ben, par exemple, les personnes qui voulaient vraiment faire, je sais pas, par exemple, du design industriel, ben, ils se sont mis à fond dedans. Et par exemple, quand on a eu les échanges, les Erasmus, etc., ils sont peut-être allés dans des écoles où c'était plus poussé. Et il y a d'autres personnes qui, par exemple, vont plus compter sur les stages, combler ce manque. Mmh. Et moi, j'étais plus dans l'expérimentation jusqu'à la fin. Et du coup, j'en ai plus profité pour développer ma pratique artistique qu'une pratique vraiment ancrée dans une catégorie en particulier. Où est-ce que tu as fait ton année sabbatique? Je suis revenue en France. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques projets culturel, je dirais. Et ensuite, je suis allée au Ghana pendant 2 mois. Et après, j'ai commencé les concours. Ouais. C'était ta première fois au Ghana? Non, j'étais déjà allée quand j'étais petite, mais ça faisait peut-être 13 ans que j'y étais pas allée. Et du coup, c'était la première fois que j'y allais sans mes parents. Je suis allée à Accra, je suis allée à Cape Coast, je suis allée à Tema, à Abui et un tout petit peu à Kumasi. Et comment c'était? Bah franchement c'était ouf. Enfin j'ai trop aimé parce que du coup c'était la première fois que j'allais à Accra. Enfin quand j'étais petite j'allais à Kumasi et enfin c'était vibrant, c'était nouveau aussi et comme c'est une ville qui bouge beaucoup, enfin t'as l'impression que tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Et bah, c'était cool aussi de... En fait, comme j'étais pas avec mes parents, il y avait un rapport au pays qui était différent et des sorties qui étaient différentes et des rencontres qui étaient différentes aussi. Et du coup, c'était cool parce que j'ai pu aussi traîner avec des jeunes qui étaient de mon âge, ce que j'avais pas l'occasion de faire quand j'étais petite. Et du coup, c'est aussi intéressant d'avoir leur point de vue et d'avoir leur vision sur le pays, ce qui se passe, leurs envies, etc. Tu penses y retourner? Ouais, pour l'instant, j'ai pas prévu d'y retourner tout de suite, mais enfin, je sais que j'y retournerai, quoi. Mais t'as pas réalisé de projet quand tu étais sur place ou est-ce que tu as cherché quand même à, je sais pas, prendre des photos ou à chercher des inspirations ou c'était vraiment purement vacances et t'aimes ce côté séparé? Ben, en fait, quand j'y suis retournée à ce moment-là, le voyage dont j'ai parlé, j'ai pris des photos et ensuite j'ai écrit un texte et j'ai appelé la série de Reddish Ground. Et j'ai écrit un texte que j'avais publié à l'époque sur un site qui s'appelle Atouba. Je l'ai un peu retapé entre-temps et c'est un projet qui est un peu resté sur mon ordinateur. Et il y a quelques mois, en fait, je l'ai ressorti et du coup, j'ai imprimé ce fanzine-là. Et je me suis dit que c'est un peu dommage de le laisser un peu caché et tout, surtout que je pense que c'est un peu ce qui a donné le ton à ma pratique après. Et pour moi, c'était juste une série un peu entre photographie d'auteur et documentaire où c'était vraiment l'idée de capter une ambiance, un ressenti à un instant T et d'écrire mon petit essai. Et ensuite, j'y suis retournée en 2022 parce que j'ai fait une expo au New Institute à Rotterdam. Et c'était une expo qui s'appelait The Temporary House of Home. Et l'idée, c'était de retranscrire, en fait, après le confinement, ils avaient envie de donner l'opportunité à des artistes et designers de retranscrire pour eux ce qu'est la maison. Et dans mes projets Fama Benatu Gloria, justement, j'utilise le vêtement comme un outil narratif pour documenter ma maison. Et du coup, la première série, je l'avais fait en banlieue parisienne, où je vivais avant avec mes parents. Et la deuxième, je l'ai fait au Ghana. Du coup, là, j'ai vraiment fait un projet, alors que en 2017-2018, c'était vraiment... c'était beaucoup plus spontané. Je prenais des photos parce que ça me faisait plaisir. Et j'en ai fait un projet, alors que là, c'était vraiment intentionnel et j'étais partie dans le but de faire ce projet. Donc, j'ai fait des photos, mais j'ai aussi fait du textile et j'ai appris à faire du kente, donc le tissage traditionnel chez les Akans, l'ethnie dont je fais partie.
Et enfin, plus précisément, moi, c'est à Chantilly. Et du coup, je suis allée à Bonnieux pour apprendre à tisser, en fait. Et du coup, j'ai fait une pièce tissée là-bas. Je peux voir, c'est laquelle? C'est ça. C'est celle-ci? Ouais. Ok, nice. J'essaye de pas trop me laisser déconcentrer par... Ouais. Ah, oh oui. Tu dis que tu as eu ce côté un peu plus spontané de prendre des photos et ensuite un projet est né, alors que la fois d'après, il y avait peut-être cette idée de vraiment très intentionnelle de créer, de tu savais peut-être ce que tu allais chercher déjà. Qu'est-ce que tu préfères au niveau de la création? Je sais pas si j'ai une préférence, mais je pense que maintenant, ma façon de créer, ça s'apparente plus à la deuxième où j'ai une idée, j'ai envie de faire réaliser une recherche et ensuite je réfléchis à quel médium répondra au mieux à cette recherche et ensuite je commence. Parce que dans ta pratique, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de différents médiums. Il y a ces sculptures en 3D, il y a du textile, que ce soit des vêtements, où j'ai l'impression de la maille, hein, mais aussi de la vidéo et de la photo, de l'édition, et aussi justement les ateliers avec les enfants. Je pense qu'on va commencer par là, parce que je me suis posé vraiment la question de quelle est la place, est-ce que tu intègres réellement ces ateliers comme une pratique artistique, ou c'est en tant qu'artiste, tu aimes aussi, c'est séparé, ou tu les considères comme des projets en tant que tels, au même niveau que tes vidéos, enfin que tes films? Je dirais que ça dépend des ateliers et aussi ça dépend des demandes parce que des fois c'est des institutions qui viennent vers moi et qui disent ah ben je sais pas par exemple on aimerait initier notre public au tissage et du coup enfin ce que je faisais avant c'était juste initier mais maintenant j'essaye un peu de le faire autrement. Enfin par exemple là, dernièrement, on m'a invité au 19M et du coup, j'ai apporté un motif que j'avais dans mon projet Fama Benatu Gloria. Et l'idée, c'était de faire un atelier en lien avec la Maison Le Sage qui est spécialisée dans le tissage et la broderie. Et moi, ce que je leur ai proposé, c'est de personnaliser mon motif avec les fleurs de la passerelle parce qu'ils ont un jardin dans le 19e. Et du coup, j'ai pris des photos de ces fleurs et je les ai intégrées dans mon motif pour que déjà, par rapport à ma pratique, ça raconte quelque chose, mais aussi par rapport à Le Sage, il y a beaucoup le motif floral qui revient et que au-delà de juste apprendre à tisser, que ça raconte aussi une histoire. Et du coup, bah, là, il y a des échantillons de ce qu'on a fait. Ouais, et du coup, on avait imprimé sur 2 mètres et les personnes pouvaient découper des bandelettes et réutiliser les dead stock du 19M de toutes les maisons, en fait, surtout Le Sage, pour apprendre à tisser. Et ensuite, par exemple, j'ai fait un atelier l'an dernier en Martinique avec les ateliers Médicis dans le cadre de la résidence création en cours. Donc c'était moitié recherche, moitié transmission. Et je suis allée dans une école primaire à Grand-Rivière et j'ai fait un projet qui s'appelle l'Hibiscus nous donne du vert. Donc l'idée c'était de revaloriser la flore qu'il y a autour de nous. Donc on a utilisé, je sais pas, de l'hibiscus, du bois d'Inde, etc. Et en fait on a créé nos propres pigments. Mais on a aussi pris des photos des grands-parents des élèves pour les intégrer au collage et on a fait une fresque et aussi des t-shirts. À la fin, on a fait un défilé et tout, on l'a présenté devant les parents, la mairie, etc. Et devant le DRAC Martinique aussi. Et du coup, là, j'ai vraiment réfléchi à un concept, à une histoire et ça, du coup, je le considère un peu plus comme un projet que j'ai réalisé avec les enfants. Et voilà. Mais dans l'idéal, quand j'ai la place de le faire, je le fais pour que ce soit vraiment un projet au-delà de juste un atelier. Et là, par exemple, avec le 19M, comme l'idée, c'était de réaliser un atelier en 30 minutes, c'est assez short, donc t'as pas la place de trop apporter, mais j'ai quand même essayé de au moins apporter un storytelling. Et du coup, en début d'atelier, à chaque fois, j'ai expliqué l'intention et ensuite, on apprenait à tisser.
Pour revenir vraiment, c'est de la bâche? Ouais, c'est une bâche, ouais. Et pourquoi ce choix de... En fait, on a essayé plusieurs choses et au final, on a pris de la bâche parce qu'on voulait aussi le suspendre. Et voilà, en fait, on avait différents textiles, on avait de la laine, on avait du coton. L'idée, c'était juste d'avoir une pluralité de matériaux. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est le 19M? Le 19M, en gros, c'est un endroit qui est réalisé à l'initiative de la maison Chanel, où tu as en fait les métiers d'art principaux de Chanel qui sont regroupés au même endroit. Donc tu as une partie où il y a tous les ateliers où ils travaillent et tu as une partie galerie où du coup il y a des expositions qui sont gratuites et des ateliers en même temps. Du coup, les expositions, ça peut être des expositions de designers, comme ça peut être des expositions des maisons présentes. Et des fois, ils invitent des artistes et des fois, ils invitent aussi les artistes pour réaliser des ateliers. Donc, ils ont... Je ne sais plus exactement des détails, mais ils ont une sorte de collaboration avec Dakar, non? Ouais, ils ont fait le 19e Dakar, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un projet temporaire. Et du coup, il y avait des artistes, artisans et designers de Dakar qui avaient présenté des pièces au 19e à Aubervilliers, Paris. Et vice-versa, il y avait des designers français qui étaient aussi partis faire des ateliers à Dakar. Et du coup, il y avait une exposition, il y avait une antenne là-bas. Pour revenir sur ton projet L'Hibiscus nous donne du verre, j'avais vu effectivement certaines photos sur ton Instagram ou sur la plateforme de Artagon, ou je ne sais plus exactement, mais ça détaillait ton projet parce que tu m'expliquais qu'il y avait ces photos des grands-parents et qu'il y avait cette idée de... Tu posais la question aux enfants, quelles fleurs est-ce qu'ils offriraient et à quelle personne? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très poétique, en fait. Et je trouve que c'est intéressant d'amener autant les enfants à réfléchir sur leurs émotions aussi. Pourquoi offrir à cette personne et les choix, tout en ayant cet aspect pratique parce qu'il y a eu ce travail d'utiliser différents pigments naturels, en fait. Ouais. Il y avait combien d'élèves à peu près? Je crois qu'en tout, j'en ai eu 18. Ouais, j'ai eu le cycle 3, ils étaient 9. Ah non, peut-être 19 en fait. 9 et le cycle 2, ils étaient 10. Ouais, donc entre 6 et 10 ans. Comment c'était? Franchement, c'était trop bien. Les enfants, ils étaient vraiment impliqués et aussi le corps de l'école était aussi vraiment investi. Et du coup, c'était une expérience assez marquante et particulière, de partir aussi loin. Grand-Rivière, c'est une toute petite commune dans le nord de la Martinique. Et c'était bien. Pourquoi ça s'est fait en Martinique? Donc en fait, le programme Création en cours, c'est dans la France et les Antilles et les départements d'outre-mer. Et du coup, on a le choix de choisir entre 3 territoires. Et après, c'est les ateliers Médicis, si on est pris, qui choisissent où on part. Et en fait, moi, j'avais beaucoup envie de travailler autour de la flore. Et même culturellement, j'avais envie d'en apprendre plus sur les Antilles. Et du coup, pour moi, c'était l'opportunité de le faire, en fait. J'avais envie de travailler avec la flore tropicale et j'avais envie de faire un projet autour du pigment. Et je me suis dit que c'était le bon endroit pour y aller. Et ouais. T'es restée combien de temps? Je suis restée 2 mois et demi. Et donc les ateliers se sont faits sur 2 mois et demi? Ouais. Il y a eu combien de séances? Il y en a eu, je pense, 23. Oh, 23 quand même. Ok. Donc à peu près 10 par classe. Ouais, à peu près, ouais. C'est des séances de 1 heure? Ouais, c'était généralement 1 heure. Ça arrivait que des fois je faisais 2 heures, mais j'essayais de rester à 1 heure. Okay. Ouais. Parce que je me demandais si c'était fait sur une journée et qu'à la fin t'étais rentrée morte en mode qu'est-ce que j'ai fait, quelle idée. Parce que je pense qu'une journée, les élèves ils vont déconnecter, ce serait trop long. Ouais. Je pense toi aussi. Ouais. Ouais.
Félicitations à toutes les instituteurs, institutrices. Oui. Ouais. On peut revenir sur... Du coup, là, on est dans ton atelier, qui est à Artagon. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment fonctionne cet espace et comment est-ce que tu as réussi à avoir une place? Alors, Artagon, c'est une association qui propose en fait des programmes de résidence. Donc, ils sont basés à Marseille, mais aussi à Pantin, en région parisienne. Et du coup, il y a un appel à candidature, en fait, tous les 2 ans, si je dis pas de bêtises, pour Pantin, pour intégrer une résidence qui dure 18 mois. Donc, nous, pour moi, c'était en 2024 que j'ai fait le dossier, en avril 2024. Et ensuite, j'ai eu la réponse et j'ai été prise. Donc, on est tous arrivés en même temps en septembre 2024. Et du coup, on est ici jusqu'à mars 2026. Et en gros, au-delà d'avoir un lieu pour travailler, on a aussi des ateliers bois, on a une salle de projection, on a une salle de formation et on va avoir une salle, je dirais une salle d'exposition dans le sens, non, c'est plutôt une salle d'accrochage. On va pouvoir tester des accrochages si on a besoin. Et la particularité de cette résidence, c'est qu'en plus de nous fournir un lieu de travail, on a des formations qui sont administratives et aussi des formations professionnelles. Donc ça peut être une formation sur un logiciel, comme ça peut être une formation où il y a un curateur par exemple qui vient, qui explique son parcours, ou par exemple la dernière formation c'était comment fixer le prix d'une œuvre d'art. Ou moi, la formation administrative à laquelle j'ai participé, c'est comment déclarer ses revenus avec l'URSSAF. Et du coup, ça, c'est hyper important comme soutien parce que y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne fait pas très bien. Et en fait, ça nous aide à nous ancrer un peu plus dans le milieu professionnel, dans le domaine culturel, quoi. Et du coup, ils prennent pas juste des artistes plasticiens. Y a des designers, y a des curateurs, des scénaristes, des réalisateurs, des photographes, des associations et des boîtes de production aussi. Donc, et aussi des personnes qui font de la musique. Du coup, c'est un groupe assez éclectique et on est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est entre 40 et 50 résidents. C'est pas mal d'avoir des formations un peu professionnalisantes. Ouais. Ces questions d'argent, de déclaration, ouais. Ça me manque clairement dans les écoles d'art, je trouve. Ouais. T'es lâché. Tu peux faire un projet, tu sais pas qui approcher, tu sais pas comment approcher, tu sais pas faire un portfolio, tu sais rien faire. Ouais, du coup, les formations, elles sont ouvertes pour nous, mais du coup, pour les personnes de l'extérieur, faut faire une cotisation, je crois, de 5 €. Du coup, pour les formations, les gens de l'extérieur peuvent aussi y assister, quoi. C'est vraiment bien. Ouais, c'est très cool. Et le dossier que tu as dû faire, tu te souviens à peu près ce que tu avais dû mettre dedans? Alors, j'avais mis un portfolio, j'avais expliqué ma démarche, il y avait une bio aussi. Il y avait aussi, on m'avait demandé quel type d'espace j'avais besoin. Je crois aussi qu'on peut demander avec qui on aimerait être. Si, par exemple, il y a un ami ou une amie qui envoie aussi son dossier, qu'on est tous les deux pris, ils peuvent faire en sorte qu'on soit dans le même atelier. Ils avaient aussi demandé l'ancrage à Pantin ou à la région parisienne, je crois. Et moi, j'avais aussi expliqué que j'aimerais faire des ateliers à Pantin avec les Pantinois, quoi. Ce que tu as fait ou pas encore? Ce que je vais faire bientôt dans 1 mois. Ouais. Ah, donc le projet, c'est un projet futur. Ça va. Ce sera un atelier du coup beaucoup plus simple et plus une initiation à la pratique. Est-ce que tu peux me parler un peu du coup de cette œuvre? En fait, c'est un projet qui est en cours qui s'appelle 3 allées Renoir. Et en fait, ça fait suite un peu au projet Fama Benatu Gloria, où dans Fama Benatu Gloria, j'avais utilisé le vêtement comme outil narratif pour documenter des maisons existantes et faire appel à des anecdotes
Et là, dans 3 allées Renoir, en fait, je me base sur un endroit qui n'existe plus. En fait, en 2008, jusqu'en 2008, je vivais dans une cité, elle a été démolie. Et du coup, à partir de ça, j'essaye de me remémorer des souvenirs et de recréer des images, soit en prenant des photos que je trouve dans des anciens albums photos, soit en recréant des images avec des gens, en refaisant une scène qui a existé, qui fait partie d'un de mes souvenirs. Et du coup, là où dans Femme Abenatu Gloria, j'utilisais plus le vêtement, même s'il y avait des impressions aussi sur textile. Là, j'utilise beaucoup plus le textile comme support seul de l'image. Et du coup, j'ai décidé de travailler un peu sur cette dualité marron-beige pour créer un peu une sorte de sépia. Et la maille, ça me permet aussi de me faire appel à les images que j'avais l'habitude de regarder quand j'étais petite. Un peu comme les VHS et le côté un peu pixelisé. Et l'idée, ce sera aussi de continuer en faisant des sculptures qui fassent appel à l'architecture de ce bâtiment ou à des objets que j'avais chez moi. Et là, j'aimerais bien collaborer, j'ai déjà un peu commencé à collaborer avec Nathan Clément, qui est réalisateur et compositeur, et qui du coup créera une bande sonore autour de ces pièces-là. Pour ce projet, il me semble que tu as bénéficié d'une bourse. Ouais, donc parce que j'ai pas mal, après l'école, été entre la France et les Pays-Bas, j'ai bénéficié d'une bourse qui s'appelle Stichting Stokroos, qui est une bourse néerlandaise pour les artistes et les designers. Félicitations. Merci. Je peux toucher. Oui, tu peux toucher. Je suis un peu curieuse, désolée. C'est vraiment tout soft. Et c'est marrant d'avoir effectivement le dos. Ouais. Est-ce que on voit l'image du coup, genre parfaitement, mais juste en inversé ou elle fonctionne pas? Je trouve que ça se lit un peu moins bien. Ouais. Okay. C'est des photos que tu as prises du coup? Ça, c'est une photo de moi quand j'étais petite. Oh. Et les autres, c'est parce qu'il y a aussi des archives. Il y a une toile que celle-ci, je l'ai fait en bleu, par contre, où c'est des bâtiments de mon ancien quartier qui sont détruits. Et ça venait des archives de la ville de Sevran. Et il y a une 3e photo que j'ai réalisée, que c'est moi qui l'ai réalisée. Dans ton travail, du coup, avec cette œuvre en maille et puis avec les impressions 3D, il y a ta pratique, ta recherche, qui est mêlée aussi la création presque des objets est faite beaucoup avec des machines. Pourquoi, déjà, cette décision? Est-ce que tu préfères te concentrer vraiment sur le côté recherche et déléguer la construction? En fait, c'est aussi une question de rendu. C'est aussi une esthétique et du coup je réfléchis à surtout ce que je veux avoir à la fin et par exemple la pression 3D en soi je la conçois sur software et après je l'imprime mais par exemple dans ce projet j'ai fait de l'impression 3D dans The Statuette comme an Untold Story parce qu'en fait c'est des objets auxquels on n'a plus accès. Qui sont des fois en fait dans des collections, dans des musées, et des fois même pas montrés. Et du coup, l'idée c'était de les reproduire, mais j'ai pensé au bois et puis je maîtrise pas assez bien le bois pour le faire, mais je me suis dit en fait pourquoi pas faire de la 3D parce que c'est un outil qui est numérique et contemporain. C'est un outil que je maîtrise et je me suis dit en fait ça faisait un bon pont entre l'objet qui est ancestral et qui est en bois et l'objet aujourd'hui qui est produit en masse et qu'on utilise dans notre quotidien. Et en fait j'aimais bien l'idée que la production masse et le plastique sont souvent liés dans nos imaginaires. Et c'est aussi lié à la rapidité, alors qu'au final, le processus de 3D que moi j'ai réalisé, ça a pris entre 24 heures et 48 heures pour chaque peigne. Et en fait, ça se retrouve dans un truc qui est lent. Et c'est des pièces que j'ai imprimées qu'une fois.
Et du coup, un peu switch un peu ces dynamiques, c'était aussi intéressant pour moi. Et l'aspect aussi rappelle le bois parce que souvent, quand je le montre en photo, les gens pensent d'abord que c'est du bois. Et en fait, c'est quand ils le voient en vrai qu'ils se rendent compte que c'est du textile. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup mon côté designer qui... Enfin, j'aime trop apprendre des nouvelles techniques et faire appel à la machine pour avoir un rendu qui me plaît. Et du coup, c'est aussi un plaisir de travailler comme ça. C'est ce côté clean, en fait, que moi je trouve vraiment intéressant et qui est aussi cohérent, du coup, ce lien entre les différentes pratiques, si on veut. Parce que entre la vidéo, la photo et tout ça, il y a un côté très propre. Je sais pas, j'arrive pas bien à définir exactement où j'en venir, mais que je trouve vraiment intéressant. Est-ce que tu peux passer un des peignes pour moi? Oui, je vais te passer le plus solide. Le plus solide? Ils sont un peu... Tu les fais sur quel logiciel? Ça, à l'époque, je l'avais fait sur C4D. Mais maintenant, j'essaye d'utiliser Blender. Donc, je viens tout juste de commencer à réapprendre la 3D. Il y a ce projet de peigne, mais il y a aussi cette vidéo que tu avais réalisée. Je crois que ça t'a valu un article sur It's Nice That et certainement d'autres médias, dont je ne me souviens plus là maintenant. Est-ce que tu peux parler un peu de ce projet et de la création, peut-être je pense en collaboration du coup, parce qu'il y a eu toute une équipe sur le projet? Ce projet, ça s'appelle Hidden Heritages. Et c'est un projet que j'ai réalisé en 2021. C'est une vidéo courte. L'idée, c'était en fait de comprendre en quoi la coiffure était un outil de communication dans différentes communautés africaines et de faire un pont entre aujourd'hui et comment coiffer ou la place de nos cheveux dans notre quotidien en tant que femme noire. Et comme j'apprends et j'essaie de transmettre en fait des informations que j'ai sur ces pratiques, j'avais beaucoup regardé de vidéos YouTube de tutoriels en fait de comment se coiffer, tout ça. Et du coup, j'ai un peu réutilisé le jargon pour faire un clin d'œil à ça dans la vidéo. Donc, par exemple, on entend la voix off dire pour créer telle coiffure, je découpe en 4 sections mes cheveux type machin. C'est Grace Seri qui est actrice qui a fait la voix. Les deux femmes interviewées, c'est Karen et Sally. Et du coup, autour de l'image, j'ai collaboré avec des amis, Sarah et Norida, qui sont photographes et directeurs artistiques. Et Only One Track qui s'est occupé du son. Et en fait, moi, comme à la base, quand j'avais envie d'avoir mes cheveux au naturel, j'avais beaucoup regardé YouTube parce que j'ai grandi en faisant des défrisages. Je me suis dit que c'était un petit hommage à cette façon d'apprendre, en fait. Même si aujourd'hui, on pourrait le critiquer parce que maintenant que tout est monétisé, c'est différent. Mais à l'époque, au début, comme il n'y avait pas cet aspect financier, les gens partageaient vraiment ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ça peut être un peu biaisé parce que si tu as un partenariat avec telle marque, tu présentes telle marque, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est un peu biaisé. Il faut quand même rester sur ses gardes. Mais j'aimais bien cette idée de faire un clin d'œil à cette culture YouTube, quoi. Et en fait, comment on s'est entraidé sans vraiment se connaître, quoi. Avec une idée, gratuitement, parce que c'est un truc fascinant pour moi, les coiffures, dans le sens où, en Côte d'Ivoire, on va chez la tresseuse, il y a beaucoup plus cet aspect-là, juste on paie quelqu'un pour nous tresser. J'ai l'impression qu'à Paris, ou à l'étranger, du coup, il y a cette communauté noire qui se regarde un petit peu en mode ça prend des heures en fait de faire des coiffures et ça coûte extrêmement cher et du coup ces communautés qui se regardent un petit peu en mode t'es ma cousine, tu sais faire, ça te dit pas de m'aider, voilà, et qu'il y a cette entraide comme ça qui est créée, ce truc gratuit que je trouve intéressant, qui revient aussi sur YouTube où gratuitement des conseils sur tel produit et que maintenant c'est devenu
effectivement un peu... Ouais. Tu sais jamais si la personne teste vraiment le produit ou si quelqu'un l'a appelé. Ouais. Est-ce que ce produit va te donner une maladie parce que il n'a jamais été vraiment testé? Tu dirais que quelles sont tes références? Est-ce que tu as une époque du monde de l'art ou certains artistes qui t'inspirent beaucoup? J'ai ma bibliothèque ici. Et donc là, dernièrement, je regarde beaucoup le taf de Gabriel Moses, qui est un photographe, je crois anglais, nigérian, et qui travaille surtout dans le milieu de la mode et qui travaille beaucoup avec les contrastes. J'ai aussi Elisabetta Porodina, qui, elle, est à la base psychiatre et qui, du coup, est autodidacte et elle est photographe. Elle bosse pas mal dans la mode, mais elle fait beaucoup aussi d'expérimentation et elle joue beaucoup avec les couleurs. Du coup, esthétiquement, ça me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup le travail aux couleurs. J'ai lu l'année dernière le travail de Bala Fofana, La prophétie de Dali, et qui parle en fait de son arrivée, qui parle en fait de sa famille en France et son arrivée en France avec sa famille et le silence dans les familles afrodescendantes. Et enfin, ça m'a beaucoup marqué et ouais, c'est un truc que je garde en tête. Et ensuite, il y a quoi d'autre que je pourrais montrer? C'est... Quand tu veux dire le silence, tu veux dire le silence de trauma ou de... Je dirais le fait que des fois, il y a des choses où moi, j'aurais tendance à penser que on pourrait avoir une discussion, mais comme c'est pas dans la culture, c'est des choses qui sont non dites au final. Et ouais, peut-être que des fois, ça peut aussi être lié au trauma, quoi. Il y a le travail de Waze Bonner, qui est une designer anglaise jamaïcaine et qui fait de la mode et qui a beaucoup ses rêves années 70-80. Moi, je dirais un peu limite dandy noir des fois. Et en fait, là, elle avait fait un numéro avec un magazine Buy, qui est un magazine où en fait chaque numéro c'est souvent un designer qui est invité à curater en fait le magazine en entier. Oh, ok. Ouais. Et du coup il y a aussi toujours un magazine Buy par Youssouf Fofana avec Nike, enfin Jordan. Et du coup il y a tout un travail autour de Tati Barbès où maintenant c'est un endroit qu'il a réinvesti il y a peut-être 2 ans je crois, où il réalise des expositions souvent axées sur des artistes afrodescendants. C'est aussi un concept store et il y a aussi une bibliothèque. Et du coup, j'adore cet endroit parce que ça fait beaucoup penser à l'enfance où on allait avec nos parents à Tati à Barbès acheter les sacs de Tati ou des habits. Et en fait, Tati a été fermée et aujourd'hui, le fait que ce soit réinvesti par un endroit comme ça, c'est trop cool. J'adore cet endroit. Je crois que... Ça fait une bonne petite bibliothèque recommandation. C'est vraiment cool, ça fait plaisir. J'ai vu que tu avais fait avec l'Institut français des Pays-Bas. C'est le podcast Passage. Il me semble qu'il y a cette idée de 2 artistes qui se rencontrent et qui parlent d'art, qui échangent. Et tu avais fait une interview avec Samuel Fosso. Et du coup, ça m'a donné l'impression que tu étais quand même assez bien connectée avec les institutions. Je veux dire, il y a Artagon, la Villa Médicis, il y a eu cette... c'est les ateliers Médicis. Parce que la Villa Médicis, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Ouais, il n'y a pas de souci. Les ateliers? Ouais. Ateliers Médicis. Cette connexion aussi avec cette exposition à Amsterdam. Il me semble que tu as aussi exposé à Vancouver. Ouais. Il y a l'air d'avoir beaucoup de travail avec les institutions. Je n'ai pas forcément vu d'exposition avec des galeries. Ouais. Est-ce que c'est un choix de ta part de vraiment être plus tournée vers les institutions? En fait, non, pas vraiment. C'est juste que en sortant de l'école, il y a eu des appels à projets avec des institutions et je pense que du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Il y a The New Order of Fashion à Eindhoven.
mais je dirais que c'est aussi une structure culturelle qui a un peu une apparence de galerie, mais aussi d'atelier. Et du coup, eux, au-delà d'exposer le travail, ils essayent aussi de diffuser notre travail. Et je pense que c'est comme ça que mon travail se retrouve dans plusieurs endroits. Mais en soi, je suis pas contre aussi l'idée de travailler avec des galeries. Comment tu fais pour que les institutions s'intéressent à ton travail? Parce que je dirais, les galeries, c'est un monde, les institutions, c'est un monde, et aussi de sortir directement d'école et d'avoir les différentes opportunités que tu fais, c'est super en fait, c'est vraiment cool. Et est-ce que tu dirais que c'est parce que tu postules tout le temps à tout ce qui existe, ou que que ton travail a payé, et que c'était une bonne chose au bon moment et que c'est excellent, tout se passe bien, tu vois? Je pense que déjà en sortant de l'école, comme on a eu l'opportunité d'exposer à la Dutch Design Week, ça a déjà donné pas mal de visibilité. Et à côté de ça, en fait, parce que chaque année, l'école fait une expo pendant cette Dutch Design Week. Et moi, à côté, j'avais postulé à 2 autres expositions et j'ai eu la chance d'être prise. Et aussi, autour de l'école, il y a aussi un gros réseau. Et par exemple, pour le New Institute, c'était un de mes profs... Olé qui en fait travaillait là-bas et qui terminait son contrat là-bas et qui a dit que mon projet de diplôme fitait bien avec l'exposition. Et en fait après je pense que le nom il tourne. Du coup des fois je suis appelée et des fois je fais des appels à candidature. Après les appels à candidature, le truc c'est que au début j'en faisais beaucoup. Et en fait, j'étais prise peut-être à un truc parmi une dizaine de candidatures. Et c'était un peu déstabilisant et cassant. Mais en fait, maintenant, j'y pense différemment parce que je me dis, si je suis pas prise, au moins on a vu mon dossier. Et du coup, j'essaye de ménager en me disant que dans l'année, je vais faire 1 ou 2 gros dossiers qui demandent beaucoup de travail. Et ensuite, je vais essayer de faire des dossiers un peu plus petits, qui demandent moins de travail et peut-être qui donnent moins d'argent. Mais au moins, j'économise plus mon énergie. Est-ce que tu as un conseil pour des artistes qui sont peut-être encore en école ou qui pensent à faire une école? Alors, pour ceux qui pensent à faire une école, moi, je dirais... essayez aussi de réfléchir au choix de votre école en fonction de votre personnalité. Est-ce que vous avez envie d'être basé dans votre ville d'origine? Qu'est-ce que l'école peut vous apporter? Qu'est-ce que vous cherchez dans une école? Et réfléchir à qu'est-ce que l'école peut vous apporter. Moi, je sais que quand j'ai quitté Nantes et que j'ai réfléchi aux écoles que je voulais faire, je me suis dit que déjà, il fallait que ce soit un bâtiment confortable avec des bons ateliers et une belle école, entre guillemets, pour être à l'aise. J'avais envie, idéalement, qu'il y ait une portée vers l'international, donc soit une école à l'étranger, soit une école en France, mais qui me permette de faire un bon programme d'échange, qu'il y ait des techniques que je puisse, sur lesquelles je puisse travailler, et aussi, qu'est-ce qu'étaient devenus les étudiants, et poser des questions aux étudiants dans la mesure du possible. Et si l'école correspond à ça, foncez. Et je dirais que pour les étudiants qui sont encore en études, je pense que moi, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est bien si vous avez pour idée de faire un master, d'aller jusqu'au master, de faire 2 écoles différentes pour pas être trop formaté par une école. Et ensuite, mon deuxième conseil, ce serait aussi de mettre un pied dehors, soit via des stages, soit assister des gens pendant l'école. Et pourquoi pas même faire des expos, même si c'est un ami qui expose chez lui, j'en sais rien.
Ça donne toujours une expérience et un ressenti. Et surtout, j'ai l'impression que, surtout pour ceux qui font de l'art plastique, j'ai l'impression qu'il y a cette pression de trouver sa démarche très tôt, très vite. Mais moi, ma démarche, je l'ai vraiment trouvée la dernière année de l'école, quoi. Enfin, même s'il y a ce projet que j'avais fait au Ghana qui est devenu un projet, en fait, ça m'est resté en tête. J'ai expérimenté plein de choses. J'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Et aussi, je me limite pas. C'est-à-dire que même si j'avais commencé à exposer en début de cursus, si j'ai envie de changer d'approche, ben, je change d'approche. Voilà. C'est cool, je trouve que c'est des bons conseils. Je pense qu'on a fait un bon tour là, Ouais. On a abordé beaucoup de sujets. Donc merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Jiberu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez écouter une de nos autres interviews ou suivre notre actualité sur Instagram. À bientôt!